Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre, et surtout si on prenait un peu de hauteur cette semaine et on allait se mettre un peu au-dessus des nuages, moi je trouve que c'est pas mal utile en ce moment, histoire de s'extirper de ce quotidien qui est pas toujours très rose. Alors moi je te propose de couper BFM, de couper France Info, tu mets tes écouteurs, et je te propose de partir avec moi à la rencontre de Sandrine, qui est gardienne du refuge du Promontoire, qui est petit nid d'oiseau, qui est quand même perché à 3092 mètres d'altitude. C'est pas rien. Alors à la fois cuisinière, logisticienne, météorologue, électricienne, plombière, chauffagiste, infirmière, voire même urgentiste, Sandrine, elle gère seule ce refuge qui est très prisé des alpinistes les plus chevronnés. Seule capitaine à bord de ce navire, totalement isolé face aux montagnes écharpées qui l'entourent, posé clairement sur ce petit piton rocheux. Élément pourtant bien robuste, mais qui bouge, qui tremble au gré des conditions climatiques éprouvantes. Et malgré l'altitude, finalement on se sent tout petit face aux éléments. Et ici, clairement, la nature est maître à bord, et c'est ce qui rend l'endroit magique. Alors, il faut aimer la solitude, les nombreuses têtes qui passent un soir et s'en vont, les conditions spartiates, clairement, et la débrouillardise. Mais quelle aventure! Être tout de même face à soi-même, apprendre à vivre de peu, et puis rencontrer quand même des gens passionnés de montagne comme elle. Bref, si vous aimez les vies singulières et magiques, franchement, cet épisode est fait pour vous. Sandrine, un grand merci pour ta gentillesse et ta dispo. Je vous souhaite à tous une merveilleuse écoute et surtout si l'épisode vous plaît, n'oubliez pas le petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée de type Spotify, Apple, YouTube pour ne citer que. Et bien sûr, le bouche à oreille, surtout parler de nous, de cet épisode à tous ceux qui, comme toi, sont des curieux de la vie et adorent découvrir des gens différents. Et puis, invite-les à venir constater en fait avec nous que la diversité qui nous entoure, elle est plutôt canon. Allez, c'est parti! Bon écoute, bonjour Sandrine. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Alors Sandrine, tu es gardienne du refuge de haute montagne du Promontoire dans le massif des Écrins, au cœur du parc national. Alors c'est un refuge, quand je me suis un peu renseignée, qui est niché un peu comme un nid d'oiseau, quand même à 3092 mètres d'altitude, donc c'est quand même vachement haut. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos de l'ancien gardien qui montraient en fait les étés en plein mois d'août, tempête de neige, donc assez incroyable quand même. C'est vraiment la montagne. C'est un refuge qui est hyper connu, notamment des alpinistes qui veulent traverser la Meije. Donc c'est vraiment un repère assez important. Et voilà. Écoute, avant de démarrer l'interview, moi je voulais aussi mettre en avant un peu la super aventure que ça a été en fait que ça a représenté pour arriver jusqu'à toi. Parce que j'aime bien aussi le principe, parce qu'il y a eu toute une chaîne en fait de personnes qui, hyper sympa et de bonne volonté, en fait, qui ont bien voulu prendre un peu de temps pour nous mettre en contact. Alors, pour raconter la petite histoire, il faut savoir que le début du chemin a été dans les Pyrénées, parce que j'ai dû contacter, en fait, donc à quelques centaines de kilomètres de toi, puisque t'es dans les Alpes. Donc, j'ai appelé ma super cousine Caro, dont le mari travaille comme secouriste de haute montagne dans les Pyrénées, qui lui-même a appelé, en fait, un ami à lui, qui est son collègue maître chien à Grenoble, qui, lui, m'a transmis très gentiment tes coordonnées. Et bref, et Thierry, là, enfin... la rencontre, voilà, grâce à Thierry. Donc on s'est eu au téléphone, et ce qui était hyper drôle en plus, c'est qu'à ce moment-là, j'étais dans les Alpes, parce que j'étais en vacances, donc j'étais déjà un peu dans l'ambiance, c'était cool, voilà. Si je raconte tout ça, en fait, c'est pas... déjà, c'est pour remercier toutes ces personnes-là, mais c'est aussi parce que j'adore l'idée de se dire que, tu vois, on est à 2-3 personnes, tu vois, 2-3 liens de la personne qu'on veut contacter, et que si tu prends le temps, en fait, de demander autour de toi, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un, est-ce que, de fil en aiguille, en fait, t'arrives finalement à toucher la bonne personne. Et donc, comme parfois on se cache un peu derrière des raisons de c'est pas mon milieu, je pourrais jamais connaître, jamais je pourrais atteindre ce type de personne, et la preuve que oui, parce que alors si moi qui suis absolument pas du tout alpiniste, pas du tout sportive, j'ai réussi à te contacter, je me dis que tout le monde peut réussir à contacter tout le monde, ça devrait pouvoir marcher. Bref, voilà. Oui, c'est sûr qu'il y avait quand même peu de chances qu'on se rencontre dans la vie de tous les jours, ou même dans nos vies professionnelles.
Ouais, en tout cas, très peu de chances que tu me rencontres dans ton refuge, je pense. Ou peut-être sur les Voilà, pistes de ski, mais ouais, voilà. potentiellement. Ah, déjà peut-être un peu plus, quoi. Voilà, bon, écoute, après cette longue intro, je te propose de démarrer en douceur, parce que moi, j'aimerais bien, en fait, que tu me décrives un peu la petite Sandrine que tu étais quand tu étais enfant, et un peu ce que tu rêvais de faire, notamment comme métier, voilà. Comment tout ça a démarré, en fait. Et bah, quand j'étais petite, du coup, je suis originaire de Servoz, donc c'est juste à côté de Chamonix, en Haute-Savoie. Donc j'ai quand même grandi dans le milieu de la montagne depuis que je suis toute petite. Mais quand j'étais jeune, je voulais pas forcément être gardienne de refuge. Je savais pas trop ce que je voulais faire, hein. Je faisais de la montagne pour moi, un peu innocemment dans ma vallée. Et par contre, j'ai commencé tôt à travailler dans le milieu de la montagne ou un peu dans les hébergements de moyenne montagne, avec un accès soit en téléphérique, soit en 4x4, dès l'âge de 16 ans. Donc, dès que j'ai pu travailler les étés, je travaillais quand même dans ce milieu-là. Mais jamais, au début, je me suis dit, bah, je vais en faire mon métier, hein. C'était juste un peu un job étudiant. Après, j'ai travaillé, je suis partie à Grenoble pour faire mes études, parce que sur Cham, bah, il n'y avait rien du tout. Donc là, c'était l'arrivée à la ville à 18 ans, c'était un peu la panique, mais voilà. Et pour pas perdre, pour pas perdre le lien avec la montagne, l'été, je travaillais en refuge dès le début, dès mes premières années de fac. Et j'ai travaillé au refuge de la Pilate. Donc là, j'étais aide gardienne. Donc le refuge de la Pilate, c'est en Oisan, hein, donc dans le massif des Écrins. Et donc là, j'ai continué à garder ce lien avec les refuges, mais pareil, je me disais pas encore que j'allais en faire mon métier. Tu le voyais vraiment comme un boulot d'été, quoi. Comme nous, on pourrait bosser dans un café ou en tant que serveur ou un truc comme ça. C'était un Ouais, peu le principe ouais, d'un job d'appoint, quoi. c'était mon job d'été pour faire mes études le reste de l'année. Et donc j'ai fait mes études. Je suis dans un master recherche en biologie, mais c'était quand même dans le milieu de la montagne. J'étais en botanique alpine et je bossais, j'étais au labo CNRS dans un jardin alpin au col du Lautaret. Et à ce moment-là, tu voulais faire quoi? T'avais quoi en tête quand tu faisais ces études-là, en fait? Tu te disais... Je partais plutôt pour une thèse dans le milieu de la recherche, mais j'ai vite compris que faire de l'ordinateur et travailler dans une salle, c'était pas fait pour moi. J'avais trop la bougeotte. J'ai essayé, hein, mais je suis pas partie en thèse. Du coup, je me suis restée à la fin de mon master que j'ai validé. Mais du coup, j'ai mon stage pratique, je l'ai fait dans un labo à Grenoble. Donc l'été, c'était chouette, on était au Lautaret, on faisait du terrain, des relevés dans les petites fleurs, on était entre thésard, postdoc et tout ça, donc c'était quand même un peu la fête tous les soirs et on bossait la journée en montagne, on était à 2000, c'était génial, hein. On allait grimper le soir, donc super ambiance. Mais après le retour à la vraie vie, on va dire, dans la ville à Grenoble, et ben, c'était un peu compliqué d'être au labo, au bureau, du lundi au vendredi avec des horaires fixes, toujours les mêmes collègues à voir tous les jours, manger dans la même salle tous les midis, mon sang tu me dis mais non, je crois que ça va pas le faire du tout, quoi. Donc là, je me suis dit stop, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et j'avais toujours ce travail d'été. Je me suis dit bon bah pour le moment, je vais travailler en refuge. Donc là, j'étais à la Pilate encore. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est un chouette métier. Je pense que toujours inconsciemment, ça me plaisait. Je ne me l'étais peut-être pas avoué. On est un peu formaté quand on est jeune à dire, bah, faut faire des études, faut avoir un boulot en CDI, avoir une vie casée avec un boulot à l'année, acheter une maison, un chien et tout ça, quoi. Mais en fait, c'était pas fait pour moi. Et je m'en suis rendu compte assez vite, hein. Donc ça, c'est quand même une chance aussi pour moi, je C'est bien, pense. parce que t'avais quel âge le moment où t'as percuté, où tu te dis, mais attends, le truc que j'exerce depuis des années, en job d'été, ça peut être mon métier, quoi. Ouais, Enfin, 25 ans, vraiment, le déclic, ça a été à 24, 25 ans. ok, ouais, c'est jeune, du coup, Ouais, c'est cool. ouais, non, c'est chouette, ouais. Donc là, du coup, j'ai travaillé encore comme aide-gardien parce que pour avoir un refuge, faut quand même, ça se fait pas comme ça, hein. Il faut avoir de l'expérience, avoir un peu de la chance, avoir un peu un réseau dans le milieu pour qu'on nous confie un refuge. Et il y a un diplôme qui existe, c'est un diplôme universitaire de gardien de refuge. Donc ça dépend de la fac de Toulouse. Donc après, je me suis dit, bah, il faut que je le passe, quoi. 4 ans après avoir fini mes études, je me suis dit, allez, je me lance dans ce diplôme. C'est pas une obligation pour avoir un refuge, mais c'est quand même un gros, gros plus. Donc, je me suis dit, allez, je retourne à l'école. Et donc, j'ai passé ce diplôme et j'ai eu mon premier refuge en même temps que mon diplôme. Du coup, j'étais stagiaire, gardienne, étudiante tout l'été, le même été, quoi. C'était un peu bizarre, un peu pas très dans les normes, je pense. Mais voilà, donc ça
c'est parti comme ça, ouais, un peu l'aventure et depuis, voilà. Oui, donc du coup, moi j'ai plein de questions là par rapport à à ton parcours. La première, bon, on parle du diplôme là. J'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qu'on y apprend en fait, un diplôme, tu vois, de gardien de refuge. Qu'est-ce qu'ils veulent vous enseigner et qu'est-ce qui est si important que ça pour que ça en soit un diplôme? Après, le diplôme, c'est aussi pour avoir une reconnaissance du métier. C'est pas, on apprend des choses, hein, mais enfin, c'est à mon goût. C'est pas là qu'on apprend le métier, mais c'est pour avoir une reconnaissance comme quoi le métier de gardien est un vrai métier, parce que jusqu'à maintenant, on était assimilé à je sais plus quel métier apparenté aux gardiens d'immeubles. Je sais plus ce que c'était, mais enfin, dans les codes de travail, on n'existait pas, quoi. Donc, ils ont fait ce diplôme pour que le métier soit reconnu. Après, il y a un syndicat agrémenté. Enfin, il y a pas mal de choses autour du métier qui sont créées ces 15 dernières années, on va dire. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, dans ce diplôme, on apprend, il y a une partie quand même assez théorique. Donc, on est à l'école, c'est une année dans les Pyrénées, une année dans les Alpes. Comme ça, les gens qui veulent faire cette formation ne sont pas pénalisés s'ils viennent des Pyrénées ou des Alpes. Et on y apprend un peu de tout, quoi. Il y a quand même pas mal, donc le droit du travail, de la compta, de la communication, du marketing, comment faire un site internet. On passe un peu des micro-diplômes qui nous permettent d'être à son compte et après de tenir. Nous, on est catalogué ou je ne sais pas trop référencé comme hébergement insolite ou restauration insolite. Donc on n'a pas vraiment. Le refuge n'existe pas dans les codes pour les travailleurs indépendants, hein. Donc on est un peu bâtard pour ça. Et du coup, il y a des petits diplômes comme les restaurateurs ont besoin d'avoir, comme le permis d'exploitation pour pouvoir vendre de l'alcool aussi, tout ça. Donc, on passe ça pendant le cours de la formation. Et après, on met des cours de cuisine aussi, des cours un peu d'électricité parce qu'on est en photovoltaïque là-haut, des cours de plomberie, enfin, tout ce qu'on peut rencontrer comme problème. Oui, Ouais, parce qu'il faut être hyper autonome, quoi. ouais, faut savoir tout faire, quoi. Alors ça, c'était une de mes questions. Après, je reviens peut-être un petit peu en arrière, mais la montagne a l'air d'avoir été toute ton enfance, mais particulièrement aussi, j'ai l'impression que tu grimpes, l'escalade, Ouais. etc. Est-ce que tu viens d'une famille aussi qui fait ça aussi? T'as grandi dans un univers comme ça? Ah, j'ai grandi dans un univers comme ça parce que mes copines à l'école et les parents des copines et des copains étaient souvent guides ou pisteurs ou étaient dans le milieu de la montagne. Moi, mes parents, ils bossaient dans le milieu hospitalier, donc sur Chamonix, hein, mais ils grimpaient un peu. Ils faisaient juste beaucoup de rando quand j'étais petite avec mes parents et du ski. Ils m'ont mis sous les skis, je crois que j'avais 2 ans la première fois, donc j'ai commencé très tôt. Puis après, à l'école, on fait du ski. C'était dans le programme de l'école de la primaire. Donc, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Puis après, les copains faisaient de la montagne, donc j'étais avec eux aussi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est l'environnement en fait qui fait que du coup tu as baigné, tu as pu découvrir ce métier-là Ouais. aussi assez rapidement quoi. Ok, ok. Bon alors donc tu as ton diplôme et effectivement bah, tu as même été, t'es stagiaire, étudiante, diplômée, salariée en gros, Non, pas salariée, j'étais indépendante. Du coup, ouais, on est indépendante. indépendant, ouais. Oui, alors on va en reparler tout à l'heure effectivement du statut, ça m'intéresse, que je ne pensais pas, je pensais que vous étiez salarié. Et donc, comment vous êtes sélectionné, tu vois, sur quels critères vous êtes sélectionné pour devenir gardien de refuge? Comment ça se passe, la sélection? Et ben en fait, quand il y a un refuge qui se libère, ce qui arrive pas tous les 4 matins, il y a un appel d'offres de la part du propriétaire. Donc, le gros propriétaire en France, c'est le CAF, c'est le Club alpin français, qui détient une grosse part des refuges. Après, il y a des refuges qui appartiennent aux parcs, les parcs nationaux, donc en Vanoise, je sais plus, je crois qu'ils sont 6 ou 7. Donc là, c'est eux les propriétaires. Et après, il y a des refuges communaux ou des refuges privés. Mais c'est quand même pas un gros pourcentage des refuges. Et je sais qu'autour de Grenoble, il y a une autre association qui s'appelle la STD qui détiennent quelques refuges, mais ça reste quand même minoritaire. Après, le mode de fonctionnement des gardiens, c'est tous le même. Ils fonctionnent tous de la même façon. Donc, on est tous travailleurs indépendants, du coup. Donc, on n'est pas salarié d'une commune ou on a juste des contrats de gardiennage avec le propriétaire du bâtiment. Alors ça me scotche. Donc, en gros, t'es auto-entrepreneur, on va dire, je sais pas quel est le statut exact. Et donc, après, ça veut dire quoi? Est-ce que tu renouvelles chaque été? Enfin, pardon, chaque saison, je veux dire? Le contrat, non, en fait, ça dépend des propriétaires. Avec le CAF, moi, c'est des contrats indéterminés. Donc après, c'est soit faute très grave, ou soit désaccord et une vire, ou soit nous, on décide de partir. Après, il y a d'autres types de contrats en fonction du propriétaire. La commune, ça peut être tous les ans ou tous les 3 ans. Il y en a d'autres, c'est tous les 8 ans. Ça dépend vraiment du propriétaire et pas de nous. Ouais.
Et tu sembles dire que quand on est dans un refuge, ça bouge pas non plus tous les 2 jours. En général, les gardiens de refuge restent quand même un certain temps dans Ouais, le... surtout les anciens gardiens, il y a des gardiens qui sont restés plus de 30 ans dans leur bâtiment. Ah Ouais, oui, ouais, ils ouais. connaissaient tout par cœur, Voilà, quoi. tout, Ouais. ouais. Ils ont tout refait à l'intérieur, ils ont tout agrandi, ils connaissent chaque centimètre carré du bâtiment, ou même chaque caillou, hein. À l'extérieur, ouais, ouais, c'est leur maison, ouais. Incroyable, incroyable, incroyable. Ok, donc moi j'ai cru comprendre que suite à ce premier refuge, en fait, tu avais en vue ce refuge du promontoire, mais Ouais, j'ai l'impression que ce refuge, il est un peu, j'ai l'impression un peu mythique, quoi. On a envie d'y aller en tant que gardien de refuge, voilà. bah moi j'avais envie d'y aller, ouais. Après, pas tout le monde, je pense, mais ouais. Ah d'accord, ok. Moi, j'avais l'impression que c'était tu vois, le refuge un peu mythique que tout le monde veut atteindre. Comment s'est passée la sélection? Donc en gros, vous étiez plusieurs à postuler, et puis après, sur quels critères ils vont choisir voilà, quel est le bon gardien en fait? Et ouais, après, le bon gardien, ouais, pour eux, c'est pas forcément évident. Après, le refuge que je gardais avant le promontoire, c'est un refuge qui est sous la tutelle, en gros, d'une section CAF. Et c'était la même section CAF entre les deux, donc c'est une sorte, en gros, pas de promotion, où ils me connaissaient déjà pas mal depuis pas mal d'années. J'ai gardé pendant 5 ans le refuge d'avant. Et le refuge où j'étais aide gardienne à la Pilade, j'y suis restée quelques années. Et pareil, c'est la même section CAF qui s'en occupait. Donc ça faisait ouais, 8-9 ans qu'ils me connaissaient en tant qu'aide gardienne et gardienne. Mais après, c'est sûr que dès que ce refuge s'est libéré, il y a eu quand même pas mal de gens qui ont postulé. Et au début, ils ne voulaient pas forcément une femme là-haut, en se disant que c'était un refuge qui était dur, qui était compliqué. Et qu'ils m'ont quand même vachement mis en garde en me disant, mais tu sais, c'est rude, est-ce que tu es vraiment capable? Nous, on a un peu des doutes, tout ça. Mais après pas mal de discussions, bah, j'ai réussi à leur faire comprendre que c'est ce que je voulais depuis pas mal d'années, c'est le refuge qui me faisait rêver. Donc voilà, après le courant est passé, ils m'ont laissé la place, ils m'ont fait confiance et tout le monde est content. Moi je suis contente, eux ils ont l'air d'être contents. Enfin voilà, ça se passe bien. Là, Ouais. ça fait combien de temps que tu y es? Ça sera ma 4e saison là. 4e saison. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous décrire justement un peu ce nid perché là? Parce que bon, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'altitude et tout, mais je crois qu'il a quand même des caractéristiques assez particulières quand même, hein, ce C'est un refuge. refuge déjà d'accès, il y a souvent de la neige, c'est quand même en face sud, donc je vois bien le soleil, ça c'est chouette. Et en fait, il est accroché à la montagne. La montagne, c'est une grosse muraille. Il faut s'imaginer une grosse muraille de rochers qui fait 1000 mètres de hauteur, très massive. Et il y a une sorte d'arête qui se découpe en avant, en direction de la vallée. Une arête rocheuse qui s'appelle l'arête du promontoire, du coup. Et le rocher, il est perché sur un petit endroit au milieu de la falaise. Et autour, il y a le vide, hein. Donc, il y a une bout de Ouais. terrasse qui fait 3 côtés du bâtiment. Mais dessous, il y a le vide, il ne faut pas tomber. Ouais. Et l'accès, c'est pareil, il faut mettre un peu les mains. Après, on va dire jusqu'à fin juillet, début août, il y a de la neige. Donc, il faut soit mettre les crampons ou quand la neige est molle, on peut y aller avec des bonnes chaussures. Mais une fois que la neige s'est retirée, il faut mettre les mains, il faut un peu grimper. Et le peu de randonneurs qui montent là-haut, certains ont le vertige, on fait un peu des crises d'angoisse parce qu'on est perché. Ouais. Ouais, les images sont vraiment super impressionnantes. J'en mettrai quand je relirai l'épisode. Parce que c'est vrai que tu as vraiment l'impression qu'il est planté sur ce rocher. Ah, il l'a planté, ouais. Ah, ouais. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui disait que tu pouvais pas sortir en fait de ce refuge sans grimper. Enfin, t'es Ouais, c'est ça. obligé de grimper. Tu peux pas marcher, t'es obligé de grimper à un moment donné. D'ailleurs, tu les vois tous, ils ont leurs cordes et leurs piolets et Et tout ouais. ça. Enfin, ouais. Ah, Donc bah, c'est vraiment pour les alpinistes. ils s'encordent, ils déjeunent sur la table, ils s'encordent sur la même table, hein. Et ils partent encordés, ils sortent, ils passent la porte encordés, ouais. Et ils grimpent C'est directement incroyable. depuis la terrasse. Ouais. C'est chouette. Je sais pas, moi, si je serais super détendue d'être là-bas, mais en tout cas, quand je vois à la caméra, c'est super beau. Est-ce que tu sais nous parler un petit peu de l'histoire du refuge? Tu le connais ou pas? Tu la connais l'histoire un peu? Je crois qu'il a été conçu il y a longtemps quand même, en 1900 et quelques, non? Ouais, 1901, le premier bâtiment qui était tout en bois. Et le bâtiment dans lequel je vis actuellement, il date de 1965. Donc il a plus de 50 ans, ouais, il a 57 là. Et depuis, il n'a pas été retouché, hein. C'est vraiment le même bâtiment depuis 65. Après, ils ont fait des aménagements, ils ont agrandi la terrasse, ils ont fait un escalier pour avoir accès au petit escalier, parce qu'avant, il y avait le glacier qui montait haut. Donc
Là, il n'y a plus le glacier. Du coup, ils ont fait ça. Après, nous, on fait un peu des travaux tous les ans. Je pense depuis 50 ans, tous les ans, il y a une amélioration à faire. En 2017, il a pris des cailloux. Du coup, ça a abîmé un angle du bâtiment. Donc là, ils ont refait un peu la cuisine. Mais ouais, après, le bâtiment, la structure est d'origine depuis 65. Ouais. Après, le bâtiment d'avant, il a été détruit. Ouais. Il reste des bouts de bois. On utilise la structure de la charpente pour faire. Je sais que mon lit où je dors, c'est la structure de la charpente de l'ancien bâtiment. Donc peut-être les bouts de bois, ils ont plus de 100 ans sur lequel je dors. Ils ont fait une échelle comme ça, pareil, dans un dortoir qui a été récupéré de l'ancien bâtiment. Mais pas tout, ouais. Ils n'ont pas pu tout garder. Ouais. Mais quelle prouesse d'avoir construit ça en Ouais, 1901, là. Ils montaient quoi, à dos à d'homme et à Dodome, dos hein. Ils d'âne? avaient fait Enfin, une sorte de tyrolienne ou je sais pas quoi pour passer les ponts rocheux. En bas, parce qu'en bas, c'est de la moraine et c'est plus de la prairie, on va dire. Ils avaient fait une tyrolienne, mais sinon, c'est tout à Dodome. Et les hélicos, ça n'existait pas. Hein. Et même le bâtiment de 1965, on n'avait pas les mêmes hélicos. Il n'y avait pas. Enfin, c'était pas fait pour. Il n'y avait pas d'hélicos privés pour faire la construction. C'était que les hélicos militaires, j'imagine. Donc, ouais, même. Enfin, les deux refuges ont une sacrée histoire. Ouais. De construction. c'est clair, ça doit être assez impressionnant. Du coup, il est ouvert de quelle période à quelle période, le refuge? Et ben, en temps normal, là, j'aurais dû ouvrir le 26 mars, mais il n'y a pas de neige. Du coup, je décale d'une semaine. Donc là, je vais ouvrir le 2 avril. Je crois que c'est le 2. Jusqu'au 10-15 mai. Après, j'ai un mois de pause parce qu'il n'y a pas assez de neige pour monter en ski et trop pour monter à pied. Et je rattaque vers le 10 juin jusqu'à fin août, début septembre. Après, il reneige, les journées sont courtes. Puis moi, je veux rentrer en bas. C'est fini. Revenir à la vie, quoi. Voilà, Et à du la coup, civilisation. quand tu travailles pas, quand tu travailles pas dans le refuge, pardon, tu fais quoi? Et t'as un autre métier, en fait, du coup, le reste de l'année? Ouais, l'hiver, je suis pisteur secouriste en station de ski. Donc là, je travaille de début décembre à mi-fin mars. Du coup, ils me lâchent pour le travail. Que les contrats, ils vont souvent jusqu'à mi-avril, voire fin avril. Donc, ils me lâchent avant pour que je puisse ouvrir là-haut. Ouais. Ok, et le refuge, il a combien de capacités? Tu vois, j'essaie de m'imaginer un peu, tu peux recevoir combien de personnes? C'est tout petit, j'ai 32 places. J'ai 32 couchages. Mais après, j'ai plein de matelas en plus pour en mettre partout où il y a de la place. C'est-à-dire dans la salle commune, sur les tables, dans les couloirs, enfin sur la terrasse à l'extérieur. Parce que des fois, il m'arrive d'avoir des gens qui n'avaient pas prévu de dormir là et qui reviennent de course et bah voilà, il faut qu'ils dorment quand même à l'intérieur alors que je suis complet. Ou après, il y a des bivouacs qui avaient prévu de dormir dehors, gros orage, il se met à neiger, bah, ils ne vont pas rester dehors, donc je les fais Bien rentrer. sûr. Ils dorment, donc du coup, j'ai plein de matelas, j'ai des quads, des duvets, j'ai plein de trucs en plus. Et donc, il y a des gens qui dorment sur la terrasse, c'est véridique, ça. Des fois, ouais. Ouais, bah, ça ronfle moins dans les dortoirs, donc c'est cool pour eux. Et puis des fois, il n'y a plus de place dedans. Voilà, et concrètement, toi, juste qu'on comprenne bien, c'est quoi ton rôle? C'est quoi toutes les missions que tu dois accomplir quand tu es au refuge? Parce que je crois que c'est assez large quand même, Ouais, c'est ça, c'est comme très large, responsabilité, hein. ouais. Après, je peux te raconter une journée type un peu là-haut. L'été, bah, du coup, c'est petit déjeuner à 3 heures du matin. Les gens, ils partent tôt. Ils partent de nuit. Du coup, je me lève à 2h40. Je prépare le petit déj. J'ai quand même vachement préparé la veille, mais tout ce qui est à faire chauffer, le café, l'eau, tout ça. Je le chauffe, j'ai 20 minutes à peu près, ça me suffit. Et après, les gens, ils descendent des dortoirs. Je les réveille. Je passe dans les dortoirs. Je dis bonjour, il est 3 heures. Là, ils descendent. Et ils ont un peu la tête dans le seau, hein, j'avoue. Voilà. Tu Et m'étonnes. ils déjeunent, voilà, ils déjeunent souvent rapidement et pas beaucoup. Ils mangent pas beaucoup le matin, mais après ils ont bien mangé quelques heures avant, donc ils n'ont pas très faim. Puis après, je pense qu'ils ont un peu la boule au ventre, l'appréhension de la course. Ouais, Donc là, ils déjeunent et souvent une demi-heure après, ils ont le baudrier autour des fesses, la corde autour du ventre et ils sont prêts à partir. Ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure, ils filent. Donc, premier petit déj à 3 heures. Après, j'ai des courses qui sont plus faciles. Donc, ils déjeunent plutôt vers 5 heures. Donc, soit j'arrive à me recoucher une demi-heure, trois quarts d'heure, ou soit j'enchaîne, je fais la vaisselle, ça dépend voilà, de l'organisation de la journée. Et petit déj. Et souvent, à 5h30, 6 heures, il n'y a plus personne dans le bâtiment. Parce que j'ai pas vraiment de randonneur en fait là-haut. Jusqu'à fin juillet, il y a de la neige, donc il faut du matériel. Et moi, je leur déconseille de monter parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc, ouais, vers 6 heures, je suis sûre d'être tranquille. Donc, je me recouche un peu. J'essaye de dormir jusqu'à 7h30. Et à partir de 7h30, il y a le téléphone qui va se mettre à sonner
pour les résas, pour les demandes d'infos, tout ça. Et donc après, je fais de la vaisselle. J'ai pas l'eau courante là-haut, du coup, c'est l'eau de pluie que je stocke dans des cuves. Ouais, la gestion de l'eau, c'est compliqué, ouais. Donc, il faut que je fasse vraiment attention. Il faut que, à peu près, j'utilise au maximum 50 litres d'eau pour la journée pour 30 personnes. Donc, Et il y a des douches ou pas? ah Enfin, je veux non, dire. non, non, il n'y a pas d'eau. Ah Même ouais, c'est ça, hein. pour moi, il n'y a rien. Je me lave dehors avec une bassine. Il n'y a pas de. Pour le linge, je le fais à la main, dehors. Enfin, ouais, il n'y a pas d'eau, pas d'eau. Ouais, Ouais, dans le quota d'eau que tu viens de me citer, quoi. Quand ouais, tu c'est te pour tout le douches, tu monde. fais Ouais, gaffe parce que c'est ouais, pour tout le monde, quoi. ouais. Ok, ouais, la vache, ouais. Ouais, non, c'est sport. Ouais. C'est pour ça que c'est un refuge qui fait rêver, mais que tout le monde n'a pas forcément envie de garder. Ouais. Parce que Ouais, les bien sûr. conditions sont rudes. Donc voilà, la journée, après, je prépare à manger le matin. J'essaie d'en faire un max le matin. Souvent, c'est la soupe et le dessert le matin et le pain, parce que je fais le pain sur place. Et à partir de midi, les gens commencent à arriver. Soit des gens à la journée, parce que j'ai un voisin en dessous qui a le refuge qui est 900 mètres de dénivelé en dessous de chez moi. Donc des fois, les gens, ils dorment chez lui et ils montent à la journée chez moi, ils essayent. Donc ils mangent un bout, une omelette, des pâtes, et après ils rentrent. Bon, après, des alpinistes qui arrivent un peu tôt et qui mangent le midi. Souvent, c'est des guides avec des clients qui arrivent tôt pour pouvoir se reposer là-haut, s'acclimater un petit peu. Et donc là, je leur fais à manger, donc ça me refait de la vaisselle. Et l'après-midi, je fais le plat principal, donc c'est viande, légumes avec des féculents et du fromage. Donc après, il y a toujours des imprévus qui se passent dans une journée. Soit il y a un secours, soit il y a un truc qui tombe en panne, soit on n'a plus de téléphone, soit il y a des copains qui montent, donc on fait une pause. Enfin voilà, il y a toujours un truc qui peut se passer. Donc il faut garder un peu une marge quand même de manœuvre et pas se mettre dans le jus en disant ah, il est 6 heures, dans une demi-heure, il y a un repas. La merde, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Je ferai plus tard, quoi. Euh, Et euh, du coup, tu disais justement les imprévus. Enfin, non, je t'ai coupé dans la journée parce qu'après, j'imagine que tu fais le service aussi pour le soir, c'est ça? ouais, ils mangent souvent, c'est 6h30, 6h45. Ils mangent à 20h, tout le monde a fini, a rangé ses affaires, je fais les factures. Et à 20h30, tout le monde est au lit. Enfin, pas moi, mais eux, ouais. Donc voilà, après, moi, je prépare les petits déjeuners le soir, au max. Parce que le soir, en fait, je leur demande ce qu'ils prennent comme boisson, thé, café, chocolat. Donc j'ai à peu près le volume de chaque personne. Je prépare à l'avance les tables avec les noms sur les tables. Et le lendemain, j'ai juste à faire chauffer l'eau et le café. Et tu disais donc les imprévus tout à l'heure parce que tu parlais secours. Ouais, en fait, on surveille les cordées avec mon autre voisine de l'autre côté, qui est le refuge de l'Aigle. Et en fait, la grande course majoritaire du refuge, c'est la traversée de la neige. Donc, ils partent de chez moi par plusieurs itinéraires, hein, donc ils vont par plusieurs côtés. Et par contre, ils arrivent au sommet de la neige, et après, ils font la traversée des arêtes et ils redescendent sur le refuge de l'Aigle. Donc là, avec ma copine, là, ma collègue, ouais, c'est une copine, et ben, on fait le point sur les cordées qu'on traversait et on note le nom de chaque personne, enfin, du groupe qui est arrivé pour être sûr que tout le monde va bien. Ouais. Ok, et qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce que tu dois faire si la personne n'arrive pas? Enfin, quel rôle derrière tu as en fait? Et ben, on appelle les secours en montagne, d'où Thierry que je connais. Ouais. Ok, pour qu'ils prennent le relais le plus rapidement possible si jamais. Voilà. En fait, on a une radio, on est branché en permanence avec une radio, un peu comme les camionneurs, hein, j'ai envie de dire. Et on communique entre combats, le téléphone passe pas là où on n'a pas de téléphone portable. Donc on communique avec les autres gardiens et le secours en montagne en permanence sur le même canal, hein, donc on peut se parler tout le temps. Et s'il y a un problème, que ce soit au refuge ou en montagne, parce qu'on a des bonnes jumelles, on surveille quand même la montagne un peu toute la journée, et ben on peut déclencher les secours pour les gens en leur disant bah, j'ai une cordée en difficulté à tel endroit, est-ce que vous pouvez pas faire une rotation pour être sûr que tout va bien? Et après, 9 fois sur 10, on les appelle, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et là, du coup, bah, ils sortent et ils descendent en vélo. Et est-ce que tu as un rôle aussi de conseiller ou par rapport à la météo? Ah Est-ce que ouais, tu ouais. vois, tu peux être. Ouais, hein. Ah ouais, en fait, tous les soirs, on donne la météo. Sur la Météo France, moi, je fais les relais pour Météo France aussi le matin. Donc, je les aide tous les matins au téléphone. Donc, je peux leur demander la météo vraiment précise de la vallée, quoi. Et là, ils vont me dire la prévision pour le lendemain et pour la nuit. Et tous les soirs, en fait, lors du repas, je donne la météo à chaque table. Comme ça, on peut en discuter. S'il y a des gens qui sont rapides, efficaces, ils peuvent aller avec une météo un peu plus défavorable. C'est sûr que si c'est une cordée un peu amateur, qui n'a pas trop d'expérience et qu'il leur faudra plus de temps, et ben là, je vais peut-être leur déconseiller ou leur dire bah, faites une voie peut-être plus facile, ça va être un peu dur pour vous.
Et après, pour les conditions en montagne, vu qu'on y est tout le temps, on connaît par cœur où ça en est, quoi. La hauteur de neige, s'il y a neigé, pas neigé, c'est du verglas, de la glace, si les conditions sont bonnes. Et même, de toute façon, les guides et les gens, quand ils réservent, ils nous appellent souvent 2-3 jours avant. Ils ne réservent pas beaucoup à l'avance, hein. Et là, ils me demandent les conditions et je leur dis OK ou OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, moi j'avais vu une vidéo effectivement où le gardien disait bon, là, moi, enfin, risque énorme d'avalanche, Ouais. je vous déconseille fortement d'y Ouais. aller. Mais bon, après, tu n'es qu'un rôle de conseiller, quoi. C'est-à-dire que si la cordée veut y aller parce qu'ils veulent absolument passer, voilà, ça c'est de leur responsabilité, j'imagine, Ah c'est oui, ça? oui, je suis pas du tout responsable de ce qu'ils font. Après, ils m'écoutent à 99% des fois, hein. Même les guides qui sont professionnels du milieu, ils sont pas partout. Du coup, ils savent que nous, on connaît mieux l'endroit précis parce qu'on y habite. Et ils suivent quand même bien nos conseils. Donc ça, c'est chouette. Bon, j'imagine que oui, ils doivent te faire confiance, ils savent que tu vas pas les bloquer pour rien et que. Mais par contre, ça doit être super frustrant pour eux parce qu'ils se sont déplacés. Enfin, Ouais, ouais. ils doivent avoir envie de faire cette course, donc enfin ou de faire la traversée, quoi. Ok, ok. J'imagine que tu as aussi, au-delà de ça, les autres imprévus de type réparation. Enfin, en fait, tu es tout le temps en train de remettre un peu maintenir quoi le refuge, quoi. C'est ça? Oui, après, il y a souvent soit des pannes de téléphone. On a Internet là-haut, ça c'est quand même bien, avec une parabole, mais dès qu'il neige ou qu'il pleut, ça brouille le signal, donc on est coupé. Après, il y a des problèmes des fois d'eau, d'électricité, enfin, tout peut arriver, quoi. Ouais. Et c'est là que tu es content d'avoir pris des cours pour Ouais, savoir te débrouiller sur tous les trucs, quoi. ouais, après, on arrive toujours à se débrouiller. C'est quand même des technologies simples. Il n'y a pas d'électronique, ça reste des choses basiques. Et puis l'installation, on la connaît. La première année, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas le bâtiment. On ne connaît pas les trucs et astuces. Vu que c'est des vieux bâtiments, il y a toujours des petits trucs à connaître. Et au bout de 3-4 ans, j'ai l'impression qu'on connaît bien le bâtiment. Mais avant, c'est un peu la découverte, hein. Des fois, on reste bloqué pendant une journée avec le T'as pas de problème. passation avec l'ancien gardien? T'as Normalement, pas. si. Normalement, si, mais pas moi. Ouais. C'est mal passé avec l'ancien gardien. Du coup, j'ai pas eu le droit à ça. Ouais. Ah ok, ouais, parce que En ça temps doit pas être normal, facile ouais. si. En temps normal, après, moi, j'avais les anciens gardiens d'avant encore qui étaient montés m'aider, me dire les trucs aussi à connaître, donc ça, c'était bien. Bon alors, justement, tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas le téléphone et tout ça, enfin qu'il n'y avait pas de la connexion. Et surtout que tu n'avais pas l'eau courante. Donc justement, ça m'intéresse. Tu as l'électricité, t'as quoi en fait? C'est quoi le niveau de confort que tu as matériel sur le refuge? L'électricité, c'est du solaire. Du coup, j'ai des panneaux solaires après avec un onduleur qui me permet d'avoir du 220. Donc, j'ai du 24 volts et du 220 volts pour pouvoir brancher les appareils de cuisine, un Ok. mixeur, enfin voilà. Et j'ai 1000 watts de puissance, 1000-1200 watts de puissance max. Donc, du coup, je peux pas, une machine à café filtre, ça marche pas, une bouilloire, ça marche pas. J'ai aussi avoir un aspirateur. J'en ai trouvé un qui consomme pas beaucoup. Mais voilà, on pense à tous ces trucs. Dans la Ouais. vallée, on n'y pense pas, quoi. Mais là, on fait attention à la puissance qu'on accumule lorsqu'on utilise des appareils. Donc voilà, niveau électricité, après, j'ai pas de groupe électrogène là-haut. Je fais que avec le solaire. J'ai jamais eu de problème. Donc ça va. Après, j'ai des batteries. Donc j'ai des bonnes batteries. Et j'ai un monitoring pour surveiller le niveau des batteries. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis, même au printemps. Voilà. Ça va bien. Après, pour l'eau, du coup, ouais, j'ai pas d'eau. Donc au printemps, je récolte l'eau de fonte. Je mets de la neige sur le toit et ça fond et je récolte avec des bassines. Donc, je rentre après dans le refuge. Et l'été, on a des cuves avec une pompe, ce qui me permet quand même de mettre de l'eau sous pression dans au robinet, quoi. Donc je peux quand même me laver les mains, enfin utiliser un petit peu d'eau de façon limitée, mais j'ai quand même de l'eau directement avec un évier pour vider l'eau des pâtes, par exemple, en direct. Donc ça, c'est Ouais, quand c'est même ça. pratique. Ouais, Ouais, donc t'as quand même une gestion super économe, ça ouais, je ouais, comprends ouais. de l'eau, quoi. Le ravitaillement, ça se passe comment, quoi? Parce que ça, c'était un mystère pour moi. Je me suis dit, mais comment ils font? Et c'est marrant parce que tu as répondu à la question. Parce que j'ai vu dans les vidéos du pain. Je me suis dit, mais attends, mais comment ils font? Comment ils ont du pain frais? C'est un mystère, tu vois. Le Je pain, on le fait comprenais pas là-haut, bien. ouais. Moi, je le fais, ouais. Tous les gardiens ne le font pas, mais pour moi, c'est une gestion qui est plus simple. Il y en a qui en montent des grosses quantités qui le congèlent, mais il faut avoir de la place et, voilà, et l'énergie pour avoir plein de congèles. Moi, je peux pas. Et j'aime bien faire le pain, c'est sympa. Et du coup, après, il a fallu un peu des astuces pour le faire là-haut, parce qu'avec l'altitude et le manque d'oxygène, j'ai quand même jeté quelques pains qui avaient foiré avant de trouver le truc
qui allait bien. Ça faisait une espèce de gros machin tout dur, immangeable. Mais là, ça le fait, donc c'est bien, ouais. C'est une belle réussite. Et pour tout ce qui est à pro, du coup, c'est hélico. On fait tout en héliportage. Et tous les combien, tu vois, enfin, c'est... Alors là, au printemps, j'en fais un en début de saison. Donc, je monte de l'eau potable parce que du coup, les gens, ils peuvent pas boire de l'eau du robinet non plus. Donc là, c'est des bouteilles d'eau que je monte. Donc, je monte des bouteilles d'eau, du bois, parce que j'ai un poêle à bois quand même pour me chauffer là-haut. Et après, toute la nourriture basique chez nous, des pâtes, du riz, des œufs, de la farine. Ouais, bien sûr. Enfin, voilà. Donc, je pense, je fais 4 à 5 rotations. Donc, en fait, on a des grosses bagues, des gros bags, des gros sacs dans lesquels on met toutes nos affaires et il y a une espèce d'élingue, une sangle qui relie l'hélico à ce bag. Et c'est par levage. Et après, ils posent le bag au refuge directement. Et moi, là-haut, je suis à 650 kg par bag. Parce qu'avec l'altitude, en fait, on ne peut pas mettre trop. Parce que la portance de l'air est plus faible avec l'altitude. À la mer, c'est 1 tonne. Et chez moi, c'est 650. Parce qu'après, du coup, il n'y a plus levé. On pèse. En fait, quand je fais mes bagues, je pèse chaque carton. Il y a le poids écrit dessus. Enfin, je fais ça en amont, hein. Mais j'écris le poids et après, j'ai ma maman qui est avec moi souvent et qui fait la comptable des poids de chaque bague là et qui note ce qu'on lui dit, le poids, et après on fait la somme et dès qu'on arrive à 650, on stoppe le bag, on ferme et on dit celui-là c'est bon. Et t'en fais plusieurs. Ouais, Mais attends, ce que ouais. tu es en train de me dire, c'est que tu fais un ravitaillement en début de saison, mais après, Après il y a j'en une fais fréquence. un tous les mois en gros. Ah, quand même, que Ouais, tous les mois. ouais, Mais attends, mais j'ai vu des trucs, vous aviez des légumes frais et ouais, tout. mais ça garde. Me dis pas que t'as tapé un potager, quoi. Non, ah non, non, ça marche pas trop, ouais. J'ai Mais des petites fleurs fin août, mais pas plus, ouais. ouais, c'est ça. D'accord, donc ça garde, donc, Ça mais c'est garde quand même. super bien en altitude, c'est un truc de fou par rapport en bas. Les carottes, elles ne ramollissent jamais, par exemple. Au bout de 3 semaines, elles sont dures. Elles noircissent un peu, mais elles sont dures. Les patates, c'est pareil. Après, j'ai des légumes. Les aubergines, ça marche pas, par exemple. Mais les courgettes, les carottes, les oignons, les navets, les poireaux, tout ça, ça marche super Mais du bien. coup, t'as testé des trucs au fur et à mesure, Ouais, et ouais, du coup, après, après, ouais. tu sais. Et t'as ton menu, donc du coup, ça veut dire que t'as ton menu pour genre tout le mois, et tu sais exactement. Ah non, pas trop, non. Non, non, c'est au feeling. En fait, j'ai une base de viande, soit du Ouais. poulet, soit du rôti de porc, enfin des saucisses, n'importe quoi. Et après, je les cuisine en fonction de ce que j'ai envie, quoi. Je fais des légumes, soit au curry, soit à la tomate, soit aux olives, aux champignons. Et après, avec des pâtes ou du riz ou de la semoule. Ouais. Ok. Bon, au-delà de ça, en fait, est-ce qu'il y a, je sais pas, des outils que tu vois un peu genre indispensables, le truc dont tu pourrais pas te passer en tant que gardien de refuge, quoi. Pour la cuisine ou En dans général, ma vie, dans ton métier, ouais. l'ordinateur et la radio, je pense quand même, hein. C'est le lien de communication que j'ai avec en bas et les voisins. Parce qu'on est seul pour travailler, enfin on a des gardiens avec nous, mais dans la gestion on est seul, donc on aime bien avoir aussi les avis des autres et rien que le contact pour raconter des conneries aussi, c'est quand même bien. Et après, le contact avec les amis qui restent en bas, la famille, comme ça je pense que j'aurais du mal de m'en passer. Après dans la cuisine, on fait vraiment que le minimum, hein, donc on arrive à se débrouiller, on fait pas mal à la main, hein, mais vu qu'on ne peut pas avoir d'ustensiles qui consomment trop, ouais non, je vois pas trop. D'accord, mais quand tu fais ton pactage, toi, quand tu vas monter, tu vois, au démarrage de la saison, c'est parce que tu redescends pas, on est d'accord? Bah, des fois, si, mais Ah en ouais? aller-retour, quoi. Je fais un D'accord, aller-retour en hélico, rapide. tu Non, descends. non, à pied. Après, il y a quand même des choses qui restent d'une année sur l'autre là-haut. Donc, tout ce qui est pas périssable, on va dire, reste là-haut. Donc, j'ai on va dire, ma salle de bain là-haut, elle redescend pas, par exemple. Ouais, ouais, d'accord, Donc, ok, ça bouge ok. pas. Les fringues, par contre, ils redescendent parce que voilà, j'en ai pas 15 000. Mais il y a quand même des trucs qui restent pas mal là-haut. Donc, c'est un peu notre seconde maison secondaire, comme les gens peuvent avoir ailleurs, sauf qu'on peut pas faire les courses dès qu'il manque le moindre truc. Mais et puis quand il manque, on fait ça, et puis on se débrouille, hein. Ça manque. En Ouais, fait, voilà, on c'est se rend ça, compte c'est que ça que. manque pas forcément. Ouais. Ouais. Mais bon, j'imagine que quand même, après, bon, là, t'as pris le pli, que ça fait plusieurs années que t'as un refuge, enfin, que tu tiens un refuge et que du coup, forcément, t'as des réflexes. Mais il y a quand même une logistique en amont et Ah de oui, préparation du séjour, quoi, qui est ah ouais, il y super a important. une grosse logistique rien que pour la nourriture et les bagues, et pour moi, monter mes fringues, plein de bouquins parce que j'aime beaucoup lire, des films sur l'ordi. Ouais, après, c'est même, pour moi, ça paraît naturel, du coup, j'ai du mal à les formuler, à faire la liste, mais il y a quand même ouais, pas mal de choses de vie qu'on a envie d'avoir là-haut. Donc,
démonte. Mais ça se fait un peu au fur et à mesure. Je fais pas mon sac 2 heures avant de partir en me disant allez, je fais mon sac, je m'en vais. Ça prend 2-3 jours. Je jette tout dans un coin et j'accumule en fonction de ce que je vois dans la maison et après j'emballe. Ok, et autre question, toujours, enfin parce que là on voit bien qu'en fait vous vivez vachement en autarcie, et donc une autre question que je me suis posée, c'est vous gérez comment les déchets, tu vois, de Dans les produits, s'il y a stocks, des en fait, on déchets. en a beaucoup moins que dans la vallée. C'est marrant parce qu'en fait, tout est conditionné en gros là-haut. Les pâtes, c'est des sacs de 5 à 10 kilos, donc c'est voilà, moins d'emballage. Et on stocke, on trie en fait le verre. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je trie le verre d'un côté, le plastique, des bouteilles plastiques dans d'autres sacs. Et après, tout ce qui est brûlable, ça va dans le poêle à bois. J'ai beaucoup de cartons en fait là-haut. Beaucoup de choses sont emballées dans les cartons. Donc ça brûle. Et tous les mois, ça descend. Quand je fais monter des choses, il y a un bac de descente de poubelle qui part avec. Et on stocke entre les deux. Et ce qui est bien avec la vallée dans laquelle je suis, c'est qu'après, on a les camions de tri en bas qui viennent à la fin de nos héliportages de la commune. Et ils sont là, ils nous prennent tous nos poubelles, on leur donne en fonction de ce qu'il y a dedans, vu que c'est tout trié à l'avance. Ils récupèrent tout et voilà, ça part à la vallée. Et petite question, ceux qui gèrent l'héliportage concrètement, c'est qui? L'hélico, c'est des boîtes privées, ouais. Il y a Ah, c'est deux des boîtes boîtes privées. privées, ouais. Donc, Ok. il y a HDF ou le SAF. Donc, c'est des grosses boîtes d'hélico qui font un peu du transport de personnes, qui travaillent avec pas mal des cordistes ou des gens qui font des travaux en montagne un peu compliqués, sur des pylônes avec EDF, avec les stations, avec plein de trucs. Et ils font du levage, ouais. Bon, et toujours dans ce sentiment un petit peu de seul au monde, moi qui m'impressionne beaucoup, en cas de souci, tu vois, j'en sais rien, avalanche, appendicite, gros bobo, etc. Enfin, t'es quand même isolé, quoi. Donc, tu dois quand même savoir te gérer toute seule ou gérer quelqu'un d'autre, d'ailleurs, dans les premiers secours, quoi, non, quand même. On a tous un diplôme de secourisme premier niveau, là, le PSC. Donc tous les gardiens sont ça. Après, il y a pas mal de gardiens qui sont pisteurs, donc ils sont un peu aguerris au secours. Et si en cas de problème et que l'hélico peut voler, l'hélico de secours en montagne viennent au refuge, soit pour moi, soit pour les clients, donc ça arrive tous les étés, hein. Et s'il ne peut pas voler, après, eux, ils font des caravanes terrestres. Là, ça prend beaucoup de temps, ils montent à pied au refuge. Donc après, nous là-haut, on a quand même pas mal de médocs. On a une grosse pharmacie qui s'appelle Phare Refuge. Donc c'est une association qui met à disposition des gardiens pas mal de médicaments. Et, et avec l'aval d'un médecin, donc on peut appeler un médecin le 15. On peut soit piquer les gens, donc on a quand même de la morphine, du Valium, des choses assez fortes au refuge. Et on a l'autorisation avec un médecin au téléphone de faire des gestes de première urgence en cas de problème. On peut recoudre quelqu'un s'il a besoin. Pareil, tous les ans, il nous montre un peu comment on fait. Donc, on peut faire ces gestes-là au cas où et c'est nécessaire, quoi. On a un défibrillateur, on peut masser Voilà, s'il c'est y ce a que des j'allais te arrêts demander, cardiaques. j'imagine. Ouais, 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 parce que ça doit arriver, quoi. ouais, Ça ça t'est arrive. déjà Ouais. arrivé des situations comme ça, où tu Ouais, sentais que là, tout reposait en quelque sorte sur toi, quoi, parce que les secours pouvaient pas arriver tout de suite. ouais, ça m'est arrivé au refuge d'avant, là, pas au promontoire, au refuge de Frontières là où j'étais. Il y a un gars, il s'est fait piquer par une guêpe ou une abeille au niveau de la lèvre. Il n'était pas allergique. Et en fait, là, il a fait une allergie totale avec un œdème de pointe. Donc, c'est quand ça bloque le cou, il a du mal à respirer. Et c'est arrivé au bout d'une heure quand même, cette réaction. Il était dans le refuge. Et là, l'hélico ne pouvait pas voler parce que c'était brouillard et tout. Et par contre, avec le médecin, j'avais des médocs. Donc, je lui ai blindé de médocs. J'en ai mis 10 cafés d'un coup là. Et il a dégonflé et il a pu respirer. Mais c'est sûr que pendant un quart d'heure, 20 minutes, on ne fait pas les malins. Ouais. Ouais, parce que là, tu sens que Donc, tout repose un peu quand même sur tes épaules, ouais, quoi. sur les médocs qu'on a. Ouais. Ouais. Et même sur le... Bon, j'imagine que tu ferais pas ce métier si t'étais trouillarde comme moi, mais je veux dire, t'as pas la trouille d'avalanche, la trouille de... Tu vois, d'être seule... Après, le bâtiment, il est vraiment dans un endroit où il peut rien arriver au niveau des avalanches. Des chutes de pierre, par contre, un peu, ouais, ça c'est sûr. Oui, parce que tu disais d'ailleurs qu'il y en avait qui étaient tombés, Ouais, c'est ça, la dernière ouais, fois? Ouais, c'est ok. déjà tombé. Après, les avalanches, tant que je bouge pas du refuge, je risque rien, Oui, quoi, en gros, hein. ouais, Après, c'est c'est le ça. vent. C'est qu'au printemps, on peut se prendre des énormes tempêtes de vent. Et là, le bâtiment, on peut pas parler, hein, on peut pas discuter entre nous tellement ça fait du bruit. Et le bâtiment bouge beaucoup. Les tableaux, ils tiennent pas au mur, ils tombent, hein. Donc, pour te donner Waouh. un ordre d'idée. Et là, ouais, des fois, ça m'arrivait d'être toute seule, passer la soirée, la nuit toute seule, où vraiment ça souffle très très fort.
Donc là, c'est sûr qu'on passe pas une nuit vraiment top. Après, on s'y fait. Le lit bouge, hein, c'est comme dans un bateau, j'imagine. Oui, ça Mais tangue ça, en ouais, ouais, fait. ça Le fait beaucoup de refuge, il bruit. tangue, quoi. Beaucoup de bruit et ça bouge, ouais. Waouh. Après, ouais, c'est sûr que là, je me dis, le bâtiment, il a depuis des années, des dizaines, des centaines, enfin, 100 ans. Donc c'est solide, hein. Voilà. Ouais, ouais. Il y en a plus d'autres. Il s'est résisté à la Ouais, nature, quoi. ouais, Ok. après, il est tout aubané, le bâtiment, c'est marrant. Donc, il est fait pour bouger un petit peu, pour pas casser. Donc, il bouge Ouais, avec bien le sûr. vent et ça tient, ouais. Comme le haut des immeubles, un peu, tu sais, tu vois d'ailleurs des très très gros Oui, immeubles, exact. tu les vois un Ouais, peu bouger, un peu ouais, osciller, quoi. Je suis toujours impressionnée de ça, mais je ouais, crois que ça c'est doit fait faire exprès. ça, Si ouais. c'était trop rigide, en fait, ça pèterait, quoi. Ouais, ouais, exactement, ouais. Ouais. Bon, alors, et donc, tu reçois quel type de personnes? Tu semblais dire, en fait, que c'est pas trop des randonneurs, donc c'est beaucoup des alpinistes, hein, quand même, hein, Ouais, c'est ça? c'est, je dirais 95%, ouais. Ouais, ouais. Et alors, c'est quoi l'ambiance, en fait? C'est un monde un peu particulier, quand même, non? Ouais. Bah, moi, j'aime bien, en fait, parce que c'est un type de refuge qui est particulier, un refuge de haute montagne. Mais le bâtiment est rude, la vie est rude, c'est tout petit, on n'a vraiment pas beaucoup de place. Ma cuisine, elle doit faire 5 mètres carrés, hein, avec le bureau, avec tout dedans. Donc c'est vraiment tout petit. Quand tu fais à manger pour 30 personnes, c'est pas grand. Mais les clients, ils sont faciles à vivre, une facilité, une gentillesse. Vu qu'ils arrivent dans un milieu qui est petit, dans un milieu un peu hostile quand même, il n'y a pas d'eau, tout ça, c'est quand même un peu rude. Et ben, ils sont hyper solidaires entre eux. Ils discutent très facilement entre eux. À table, du coup, ils sont plusieurs groupes qui ne se connaissent pas à table et tout de suite, ils vont discuter, ils vont échanger, ils vont, comme s'ils se connaissaient. Et même moi, avec eux, j'ai pas cette image professionnelle de gardienne, en gros, à tenir. Hein. Si un soir, je vois me mettre à table avec un groupe que j'aime bien, je me pose avec eux, je discute comme si c'était des amis, quoi. Alors qu'un refuge, je pense, en moyenne montagne, avec des randonneurs, on n'a pas cette facilité et on a un certain recul et certaines distances à maintenir. Comme quoi, on est le gardien ou l'hébergeur, en gros, et qu'on a une image plus rigide, plus froide peut-être à avoir, alors que là-haut, c'est vraiment plus simple. On partage la même passion, le même amour pour la montagne. Et du coup, dès que j'ai besoin de quelque chose, c'est les premiers à me filer un coup de main. C'est rare que je déneige au printemps, par exemple, hein, parce que s'il y a un peu de neige, une pelle, ils vont tous le faire. Et est-ce qu'il y a une effervescence, tu vois, tu les sens, tu vois le truc monter, tu vois, parce qu'ils savent que le lendemain, parce que c'est quand même assez impressionnant, hein, tu les vois partir, moi c'est des fous quand même, hein, furieux, enfin pour moi, hein, mais ils partent, il fait nuit noire, tu vois rien, et les gars, ils vont monter, ils vont escalader un truc, mais hyper raide, et ils voient juste à 10 centimètres avec la lampe torche sur le front, quoi, en gros. Moi, je te Ouais, résume c'est ça, ouais. ma vision des choses. Moi, je me dis, il faut quand même être un brin taré quand même. Mais bon, tu vois, ça c'est ma vision à moi de trouillarde, hein. Mais je pense qu'il doit y avoir quand même un truc d'adrénaline Ah et oui. une effervescence du coup qui monte. J'imagine que ça doit être une ambiance particulière la veille, non? Bah, non, le soir, ça va, parce qu'ils sont contents d'être là. Ils font un peu, pas les kékés, mais et voilà, il y a quand même beaucoup d'hommes dans le milieu, donc ils font un peu les coqs des fois entre eux. Ils sont fiers, ouais, demain on va faire ça, on va super bien enchaîner, on va y arriver sans problème. Et après, c'est le lendemain matin à 3 heures, on voit que des fois ça stresse un peu plus, ils refont 10 fois leurs nœuds, ils n'arrivent pas à mettre leurs crampons, ou ils mangent pas parce que il y a un qui passe. Et c'est plus le matin, enfin le matin, la nuit même, que je vois le changement par rapport à la veille. Non, la veille, ils sont plutôt détendus, je trouve. Ouais. Et toi, t'es pas frustré de les voir partir et te dire, bon, ben moi j'en reste, salut les gars? Bah, tellement dans mon monde et dans mon truc, non. J'aurais pu penser ça au début. Et en fait, non. Ça, j'y vais quand même un peu de temps en temps. Hein. J'arrive à trouver des créneaux où je vais en montagne l'été. Mais vu que j'ai des choses à faire et que je dois les faire et que quasi tout repose sur mes épaules, bah, je le fais, je suis bien, je suis dans mon monde, c'est ma maison après là-haut. Et non, pas du tout, ouais. Ouais. D'accord, ok. Et une autre petite question, j'avais entendu dire en fait que justement dans des refuges avec les alpinistes, il peut y avoir un peu une course justement à où on va crâner, enfin on va aller vouloir faire aller plus vite, enfin tu vois une espèce de Ouais, de truc autour de concurrence, l'adrénaline, ouais, ouais. de Avant, concurrence, c'était ça, ouais. plus que la Avant, ouais. beauté de la montagne, l'envie d'être dans la montagne, l'envie de profiter de ce spectacle magnifique. Tu vois, est-ce que ça c'est des choses que tu vois ou pas? Bah, avant, c'était comme ça, vraiment, limite le matin, ils prenaient pas le petit-déj pour être le premier à partir. Et maintenant, il y a beaucoup moins cette concurrence. Les gens, limite, des fois, ils décalent même d'1 heure le petit-déj en disant bah non, je laisse partir, on veut profiter. On a la marge technique, donc on part à 6 heures du mat, par exemple, ou un peu plus tard. Et il y a beaucoup moins, je trouve qu'il y a beaucoup moins de, ouais, de concurrence entre les gens. Il y a une évolution depuis 10 ans
qui va dans ce sens-là. Et puis après, je pense que les guides aussi ont un gros rôle là-dedans pour dire on n'est pas là pour faire une croix, on va pas faire. Le but, c'est pas le timing. Si la météo est stable et que on sait que tout va bien se passer, on prend le temps, on fait des photos, on mange un beau sommet. Et je pense qu'à l'école des guides, à l'ENSA, là, ils inculquent davantage ça maintenant aux guides par rapport aux guides d'il y a 15-20 ans. Ouais. Donc c'est chouette. Ouais, mais du coup, ça va plutôt dans le bon sens, quoi. En fait, on revient à un vrai amour d'être dans un endroit magnifique et d'en profiter, et pas forcément de se dire que tu vas faire le trajet le plus compliqué, quoi. Quand mettons que tu redescends de temps en temps, mais c'est vraiment en coup de vent, on va dire que globalement, pendant toute la saison, tu restes là-haut, donc il y a quand même une vie sociale qui est coupée, même si tu dis que t'as la radio et tout ça, et voilà, mais et comment tu le vis, ça, en fait? Comment ça se vit, ça, cette solitude, en fait? En fait, on n'est pas seul parce qu'on a du monde tous les soirs. Et après, là-haut, il y a beaucoup de guides qui montent avec des clients. Et c'est des guides que je connais, en fait. Et c'est des guides qui viennent plusieurs fois par saison, qui viennent tous les ans. Donc, ils m'amènent toujours des trucs à manger pour moi, pour avoir des fruits frais, du chocolat, enfin plein de trucs. Et je mange avec eux, je bois un coup avec eux. Et ça devient un peu les amis de l'été, on va dire. C'est pas Comme une les. colonie de vacances, quoi. Ouais, voilà, ouais, on est content de les voir, on les voit pas forcément le reste de l'année, mais là, on les voit en début de saison, on est content, on passe un bon moment, on les voit bien, et après, chacun refait sa vie en dehors du refuge, mais ça devient un peu, ouais, c'est rigolo, les amis de l'été, ouais. Et sinon, après, les copains, ils montent, hein. Clairement, ils sont contents de venir passer un week-end là-haut. Après, j'ai beaucoup de copines gardiennes aussi, donc c'est sûr que quand on est dans nos refuges, on est dans nos refuges, on se retrouve à l'automne. Moi, je travaille pas de septembre à début décembre, donc j'ai quand même des grandes Ouais, c'est là que vacances. vous profitez, quoi. Mais Voilà, on fait de la t'acceptes, en fait, montagne de et tout. mettre entre parenthèses, Ah ouais, pendant quelques mois, en fait, ouais, du sans coup, souci. Ouais. voilà. Ouais, Ça me fait tu même veux du pas te bien, mettre quoi. à... Ouais, alors, donc, du coup, Ah c'est quelque ouais, moi chose que j'aime tu bien. apprécies, toi, Ouais. en fait. Ah ouais, Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup? j'aime pas la routine à l'année, en fait. Et le fait d'être saisonnière, de me dire il y a un début et une fin à un travail, et ben j'adore ça, quoi. Comme l'été, comme l'hiver, comme les vacances. Je crois que les vacances, des fois, ça peut durer plus longtemps, c'est cool, mais j'aime bien qu'il Je y ait une fin, confirme. ouais, qu'il y ait un début et une fin, ouais. Et le fait de justement t'extirper en fait de la vie où tout est simple quoi, genre tu vas aller boire un café, t'as un café à côté, tu veux t'acheter des fringues, y a un truc à côté. Enfin bref, quand tu t'extirpes de ça pendant quelques mois, j'imagine que ça doit être ça fait du bien parce que tu te coupes donc tu redescends un peu et en même temps quand tu redescends, je pense que t'apprécies aussi un peu le confort quoi. Genre, ouais, j'ai apprécié carrément de prendre une bonne douche, ça fait vraiment du bien. Après, c'est dur de se remettre un peu dans la vie. En fait, on se rend compte que c'est stressant d'être en bas. Quand on est là-haut, on sait quoi faire. On arrive, on a notre routine quotidienne, on n'a pas la télé, on n'a rien. On n'a pas trop les infos et on a une routine qui fait qu'on est stable, on est bien, on oublie tout le reste. Et quand on est en bas, on est très fatigué, ça c'est sûr. Mais il y a tout le retour à qu'est-ce que je dois faire. Je dois aller faire des cours, je dois aller préparer à manger, je dois répondre au téléphone. Et on ne sait plus quoi faire. Honnêtement, les premiers jours, moi, quand je rentre chez moi, je me pose la question, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, un peu de temps pour atterrir. Après, on prend vite le pli, hein, parce qu'on a quand même des habitudes en bas dans la vallée qui sont quand même bien ancrées, mais il y a quand même une transition un peu longue. Ouais. Ouais, te réacclimater quoi. Mais t'arrives pas à te dire quand t'es là-haut, ok, là la bonne résolution, quand je suis en bas, je fais pas ça, je fais pas ci, enfin Ah tu vois, oui, de te dire. forcément, il y a des moments où je suis toute seule, je me dis, ah, je regarderais bien un bon film sur Netflix, mais non, je peux pas, quoi. Mais après, on prend un bouquin et on oublie, au bout de 5 minutes, on a oublié qu'on avait envie de regarder ce film, et en fait, c'est bien un bouquin devant le feu, ou dormir aussi. Après, j'ai pas beaucoup de temps libre là-haut, franchement. Qu'il fait beau, il y a du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dès qu'il fait pas beau, par contre, il y a personne. C'est vraiment un refuge qui est météo dépendant. Donc, dès qu'il y a personne, je dors. Parce que je passe pas mal de nuits à dormir 4-5 heures par nuit. Donc, je suis quand même bien fatiguée. Et après, je fais tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, quoi, de la compta, de réparer des choses, aller me promener aussi, faire des allers-retours. Je vais chez le voisin, je bois le café, je remonte. Mais Le voisin qui est à 900 mètres de dénivelé, là, oui, qui est c'est en ça? dessous, ouais. Oui. Ouais, d'accord, ok, pas sûr. Non, mais j'aime bien parce que tu dis ça comme si tu traversais la rue, quoi. Et ça met la forme, c'est bien, j'aime bien mettre. J'aime vraiment ce côté un peu endurance que j'aime bien en dehors du travail. Et du coup, faire les allers-retours, ça me plaît. Ouais.
Ah ouais, et puis de couper un peu aussi cette routine. Et donc ça t'arrive de rester isolé, genre pendant plusieurs jours en fait, où t'as Ouais, pas le de clients plus long qui que montent? j'ai fait, c'était au printemps 2019, tempête de neige, je suis restée 8 jours sans voir personne. Ouais. Vraiment Ok, personne, purée. personne. Ouais. Et il tombait des mètres de neige. Ça Ouais, n'arrêtait là pas. le temps doit paraître long quand même un petit Ouais, peu, bah non? on hiberne presque. Le cerveau, il se met un peu en veille. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, il se met un peu en veille. Et du coup, les journées, elles passent, mais c'est long sur le coup. Après, on a oublié que c'était long. Et ouais, on zappe un peu, on est un peu Ouais, là, en fait, mais pas là, en fait. tu perds la notion du temps, un peu comme quand t'es dans Ouais, une grotte, quoi, en ouais, fait. ça fait un peu ça, Ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais. Après, on sait que les voisins, c'est pareil, donc on se raconte des conneries à la radio, on se passe de la musique. Ouais. Une solidarité, du coup, ouais, ok. Bon, tu sembles dire quand même, voilà, il y a de l'endurance, c'est assez spartiate, etc. Est-ce que c'est un métier que tu peux faire longtemps? Est-ce que c'est compatible avec une vie à tout âge? Est-ce qu'il y a des gardiens de refuge qui ont une famille avec des enfants? Comment ils gèrent en fait? Comment tu gères tout ça? Et bah, à tout âge, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de gardiens qui partent à la retraite. Enfin, à 60 ans, 62 ans, ils sont gardiens, ou même jusqu'à 65. Hein. Et après, par contre, on peut garder un refuge plus bas, plus facile, plus confortable. Après, le promontoire, c'est un cas particulier hein, par rapport à la moyenne des refuges. C'est sûr qu'il est rude et qu'il est loin. Mais le gardien d'avant, il est parti, il avait 60 ans. Hein. Mais il a commencé tard, il avait commencé à 50 ans, il est resté 10 ans. Et avant, il n'était pas gardien. Donc, pas une carrière de gardien entier. Après, quand on a un refuge plus bas, avec de l'herbe et des marmottes autour, avec 1 heure d'accès, c'est plus facile à gérer. On peut faire des allers-retours, rentrer chez soi. Et avoir un refuge plus gros, on peut avoir des salariés en plus grand nombre. Donc, on peut très bien gérer le bâtiment en tant que chef et avoir des salariés qui font le travail. Pas tout gérer à 100%, prendre quelqu'un en bras droit qui nous soutienne quand on veut descendre et laisser le bâtiment un peu en gestion. Donc je pense qu'il y a vraiment plein de moyens de s'adapter en fonction de ce qu'on veut. Quoi. Ouais, ouais, c'est en fonction de toi ce que tu te sens capable de faire finalement et de ce que tu as envie de faire. Ouais, ouais. Ok, ok. Et une autre question, est-ce que ça change quelque chose d'être une femme gardienne? Bah, moi, ça ne me change pas. Après, le regard des autres, des clients, avant, je pense que c'était peut-être différent. Maintenant, ils sont habitués. On est quand même pas mal de filles gardiennes, surtout dans la vallée où je suis. Et je sais pas, après, je me sens pas démunie parce que je suis une femme là-haut. Je me sens capable de gérer tout comme un homme. Du coup, ça me fait pas peur, ça. Et après, le regard des gens, des clients, je pense que ça a vraiment changé parce qu'avant, dès qu'il y avait un couple, on demandait toujours les conditions en montagne ou quoi que ce soit au gardien et pas la gardienne. Et alors que maintenant, un peu moins. D'accord. Ouais, donc les Non, choses mais ils n'ont évoluent pas le quand même choix. pas mal. Ouais, je suis toute seule en tant que gardienne, donc ils n'ont pas le choix. Faut qu'ils s'y Non, non, mais passent. c'était plus pour voir si dans le regard, tu vois, des clients, et notamment parce que tu disais tout à l'heure que tes clients, c'était quand même majoritairement des hommes. Ouais. Donc, est-ce que potentiellement, je sais pas, il peut effectivement y avoir un regard différent parce que t'es une femme ou pas, mais tu sembles pas le Après, ressentir je en tout pense que ça cas. les étonne un peu encore, certains. Ils se demandent comment je suis capable de gérer ça, mais ça dure pas longtemps. Donc ça va. Ouais, ils Ils voient sont bien que pas tu étonnés gères, quoi. longtemps. Voilà. Après, ils me voient plus en tant qu'homme ou femme, ils me voient en tant que gardienne du refuge. Ouais, ouais. Qui connaît par cœur toute la Meige et tous les alentours, quoi. Ouais. Ok, ok. Est-ce que, autre question, tu ressens un peu le réchauffement climatique? Est-ce que toi, tu l'observes ou tu Ah ressens bah ouais, vraiment ouais. concrètement? Ouais, ça Carrément, se voit. ouais. Bah, les glaciers ils fondent. Hein. Il y avait un glacier qui passait sous le refuge et qui descendait, et là, il n'est plus. Il a fondu. Avant, enfin, on me racontait ça, les vieux guides ils me racontent qu'avant, pour accéder au bâtiment, il y avait des grosses crevasses, il y avait des accidents de crevasses. Moi, c'est des dalles de cailloux lisses. Mettre un peu les mains, mais c'est des cailloux. Quoi. Et après, au niveau des conduits en montagne, ouais, tout se décale. En fait, les courses qui se faisaient au mois de juillet se font au mois de juin, voire au mois de mai. Les courses vraiment dures avec des chutes de pierre, maintenant se font l'hiver plutôt que l'été. Donc il y a une approche de la montagne qui est carrément différente par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Hein. Ça, c'est sûr, faut s'adapter. Donc ça se ressent, quoi. Tu en vois les conséquences aujourd'hui, Ah quoi. ouais, carrément. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'on a décrit à peu près tout ce que moi j'ai pu voir au travers des reportages ou des vidéos, mais n'hésite pas si tu vois, j'aurais oublié quelque chose, quoi. Euh, Mais j'ai quand même des dernières questions. En fait, la première de cette liste de dernières questions, c'est est-ce que toi, tu as une anecdote
tu vois, drôles, émouvantes, un peu insolites que tu aurais vécues dans le cadre de ton métier? Drôle, ouais, j'en ai quelques-unes, hein, des trucs. Enfin, je pense qu'on pourrait tous écrire un bouquin sur ce qu'on a vécu, sur les trucs un peu bizarres des gens qu'on a vécu là-haut, mais il faut qu'on les note, hein, ce serait rigolo un jour. Mais Le livre d'or, quoi. ouais, c'est ça, ouais, vie ma vie de gardien, tout ce qui nous arrive. Si, une Ah, mais fois, ça, je veux bien que tu me racontes. ouais, après on oublie, c'est ça le truc. Des fois, sur le coup, on dit, ah, faudrait que je note, et puis le temps passe et on le fait pas, quoi. Mais des trucs bizarres qui m'est arrivé au refuge, il y a 2 ans, là, au promontoire, il y en a qui sont arrivés en slip de bain. C'est un couple. Mais non. Arrivé, il y avait de la neige, hein, donc ils sont arrivés, le mec en slip de bain et la fille en maillot de bain 2 pièces. Il n'y avait pas de Genre en sac à... bikini, quoi. Ouais, voilà, exactement. Pas de sac à dos, rien. Et en fait, ils marchaient dans la neige en pâte au gaz, hein, ils n'avaient pas de chaussures. Ils mettaient les mains dans la neige en écartant les doigts au maximum pour ancrer les mains dans la neige. Et ils traversaient comme ça. Ils sont arrivés me voir, ils étaient rouges et crevisses, hein, forcément. Et ils m'ont commandé un coca. Moi, je les ai regardés en leur disant, mais ça va pas là, il se passe quoi? Il y a Tu une t'es dit, caméra cachée, c'est quoi le c'est truc, quoi? ça. Tu t'es dit, demain, j'arrête l'alcool. Je ne Mais c'était bois ça, ouais, plus j'avais, jamais de waouh, ma vie, quoi. je vais aller dormir, peut-être, ça va faire du bien. Mais ouais, non, tranquille. Ils se disent, ouais, bah non, on découvre la montagne. Je crois que c'était pas des Français. Mais c'est une grosse montée, hein, quand même, en fait. Bah Enfin, ouais, je mais je comprends pense que c'est pas. des gens qui étaient en forme, hein. Ils connaissaient rien à la montagne. Ils ont dû se dire, bah on avance un peu, un peu, un peu. On va jusqu'au maximum qu'on puisse. Et ils se sont dit, ah bah finalement, on peut monter au refuge, on est capable. Donc ils sont montés au refuge, ils ont beaucoup bu et ils sont redescendus, ouais, à la journée, ouais. Incroyable. Et donc, ouais, c'était même pas genre un défi, Non, ah un non, pari perdu. Non, ah non, c'était même pas dans le ouais. sens de la provoque ou Ah je ne non, sais quoi. ils se C'était. rendaient pas compte, les gens. Ouais, mais Absolument c'est de la pas, ouais. conscience totale Oui, quand ah même, bah non? oui, oui, Enfin, totalement, ouais. Bah ouais, il aurait rien arrivé, tant mieux, mais moi au début, j'ai dit, mais il y a un problème, il y a un truc là. J'étais avec les copains guides, on se regardait, je dis, mais non, c'est pas vrai, quoi. et ça a dû vous faire la soirée Ah, on a après. rigolé. Ah, on voit tout, hein. Après, je peux en raconter plein des trucs comme ça. Une fois, j'ai eu des jeunes, enfin, jeunes 35 ans, je ne dirais pas leur profession, mais qui sont arrivés au refuge, qui étaient persuadés qu'il y avait l'eau courante. Alors qu'au téléphone, les randonneurs, le peu de randonneurs qui montent, je les préviens en leur disant il n'y a pas l'eau courante. Donc, ils ont bien intégré qu'il n'y avait pas l'eau courante, mais pour eux, l'eau courante, ça ne dit pas qu'il n'y a pas de douche. C'est pas la même chose, peut-être, pour eux, l'eau de la douche. Donc, ils sont montés avec chacun leur Tahiti douche, leur serviette de bain et tout, leur peignoir, limite. Donc, Elle est où la piscine? et c'était ça. Le Et spa, excusez-moi, le spa et tout. c'est où qu'on se trempe les pieds. Et du coup, quand ils m'ont demandé la douche, je leur ai dit, mais non, il n'y a pas d'eau. Et ils m'ont dit, non, mais la douche, pas l'eau. Je dis, oui, non, mais c'est la même chose. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de douche, quoi. Et au début, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, mais non, elle est en train de nous faire marcher. On ne peut pas ne pas vivre, on ne peut pas ne pas prendre de douche une fois par jour. C'est pas possible. Non, les gens normaux, ils ne font pas ça, quoi. Je leur ai expliqué que même moi, je ne l'avais pas tous les jours, tout ça. Et ils n'ont pas voulu aller se coucher sans avoir pris de douche. Donc, ils m'ont acheté des packs d'eau potable en grande Mais quantité. non. Et chacun à leur tour, ils se sont frottés de l'eau. Ils se sont mis en sous-vêtements devant tout le monde. Et le refuge était complet, que des alpis guides. Donc, ouais, enfin, voilà, c'était vraiment limite. Et ils se sont chacun frottés de l'eau mutuellement avec des bouteilles d'eau potable sur la terrasse. Mais parce que je vois Ouais. bien le confort de prendre une douche chaque jour. Mais enfin bon, il y a un moment donné où c'est pas grave si Ah t'en non, prends pas, c'est pas quoi. grave. Puis surtout à Ouais. 35 ans. Donc, on n'ose pas vivre cette aventure en disant bon, allez, une aventure qui est limitée quand même. Hein. Ne pas prendre des douches dans une journée et aller se coucher comme ça. Et ils ne pouvaient pas le supporter. Quoi. C'était pas envisageable pour eux de. Envisageable. Mais ça aussi, ça doit drainer aussi plein de mélanges Ouais, aussi, de ouais. gens qui ont des cultures C'est différentes, pas le même mode de des fonctionnement, réflexes ouais. différents. Ouais. Ok. Ouais, et tu dirais, en prenant 2 minutes là, mais quelles sont tes joies, tu vois, et tes fiertés? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ce métier? Bah, la fierté, après, c'est de travailler dans un milieu qui est quand même vachement beau. Hein. Quand on se lève tous les matins et qu'on a cette vue sur la vallée qui est quand même vraiment extraordinaire. Vivre dans un milieu, la montagne, et on vit vraiment avec les éléments. La météo va faire notre journée, en gros. Hein. Il fait beau, bah, on va pouvoir se mettre dehors, on prend notre troisième petit déjeuner à 10h du mat au soleil. Ça, c'est quand même bien. Et on sait qu'on va bosser. Après, quand il fait pas beau, quand tu es juste en tant que grimpeur amateur ou alpiniste amateur, tu vas pas en montagne quand il fait pas beau. Tu restes chez toi ou tu fais autre chose. Et là, on vit vraiment la montagne par toutes les conditions, tout ce qu'elle peut montrer. Et du coup, tu as l'impression de vraiment la connaître. Et on passe quand même du temps à la regarder aux jumelles. Je jumelle quand même beaucoup la face. Donc, c'est des choses qu'on ne ferait pas autrement que pour le travail. Donc, on connaît chaque caillou, chaque voie d'escalade, chaque truc par cœur.
on est capable de les expliquer des voies qu'on n'a jamais faites. On connaît exactement, là, il y a une écaille, il y a un rappel avec une corde de telle couleur. C'est assez rigolo. Donc ça me plaît de pouvoir la connaître. Après, on ne connaît pas toute la montagne, mais on connaît du coup la vallée par cœur. Ça, c'est un truc qui me plaît bien. Après, ce qui me plaît aussi, c'est être capable de faire face à toutes sortes de situations. L'imprévu, j'adore. J'aime bien l'imprévu, en fait. Là, la routine, ça me plaît pas trop. J'aime bien Ouais, une ça, on avait routine de compris. base. Pas une routine de base en me disant, j'ai ça à faire dans la journée, mais je sais que forcément, il va se passer un truc que j'aurais pas prévu. Donc ça, c'est bien. Et j'aime bien faire des choses faciles dans des conditions un peu plus difficiles, on va dire. On me demanderait de faire ce boulot en bas dans la vallée, ça m'intéresserait absolument pas, quoi. Je m'ennuierais et j'aurais pas envie de le faire. Je ferais autre chose. Mais là, le fait que ce soit dans ce cadre-là un peu rude, c'est ça qui me plaît, je pense. Et toi, tu te dis, quelle mission tu te fixes? Tu te dis, ma journée, elle est bien réussie. J'ai atteint mon objectif. Quand tu as fait quoi, en fait? C'est de servir, que les gens y soient. Quand le repas est prêt, que j'aurai une demi-heure de marge avant le service, je peux boire une bière avec les gens, ça c'est cool. Et que le lendemain, ils partent tous en montagne. Ils arrivent tous au moins à partir, pas forcément à réussir parce que ça dépend pas de moi, mais que les conditions ont été bonnes, qu'ils ont tous pris le bon petit déjeuner, qu'ils n'ont pas été malades la nuit parce que des fois avec l'altitude ils sont un peu malades et que ouais, tout le monde part. Et là c'est un Quand tu moment vois où tes. c'est calme, tout le monde s'en va, il est 6h du mat, le jour se lève ou il est déjà levé et là tout le monde est parti, je repars pour une nouvelle journée, mais j'ai une Et heure tu où je vois fais une pause. telle une maman canard qui voit ses petits piou-piou Ouais, c'est un partir peu en ça, cordée. ouais. Et toi, tu te dis, tiens, ça y est, j'ai fait mon job, moi, ils C'est sont un peu partis. ça, ouais, Là, c'est un je peu les vois ça. partir, je les regarde partir. Le matin, c'est marrant parce qu'à 3h, une fois que j'ai tout posé sur la table, j'ai une demi-heure où j'ai rien à faire, on va dire. Et je m'assois dans la salle commune sur un petit coin de table et je les regarde se préparer. Et eux, ils savent pas que je les regarde parce qu'ils sont dans leur monde et dans leur Ils préparation. sont concentrés, quoi. Et Ouais. moi, je redévage déjà du coup là et je les regarde faire, c'est marrant. Je les vois se préparer, je les vois tout s'organiser. Après, des fois, ils me demandent encore des conseils, des petits réglages de crampons, des trucs comme ça à faire, mais ils sont contents que je sois là, c'est marrant parce ça les rassure parce que des fois, quand ils sont vraiment pas nombreux, je leur mets des thermos à 3h du mat ou s'ils déjeunent en décalage avec les autres, moi je me recouche et je leur dis il y a un thermos avec tout ce qu'il faut sur la table. Et je sens que ça les dérange pas parce qu'ils savent que j'ai besoin de dormir, mais ça les rassure quand on est là, ouais. Pas besoin, mais ouais, c'est marrant, ouais. Et là, à l'inverse, dans ton métier, tu dirais que les difficultés auxquelles tu dois faire face, c'est quoi, en gros? Les plus grosses difficultés que toi, tu ressens? Et de tout gérer, de penser à tout le temps. Quand je suis là-haut, j'ai pas le droit d'oublier un truc parce que ça a vite des conséquences importantes. Et il faut t'as toujours la tête qui mouline en permanence pour anticiper. Parce que faut vraiment tout prévoir à l'avance parce que faire cuire des pâtes, c'est pas 10 minutes, là-haut, c'est 3 quarts d'heure. Parce qu'avec l'altitude, l'eau, elle bout, je sais pas, à 70 degrés. Donc, faire chauffer de l'eau en grosse quantité, il faut 1 heure. Enfin, c'est un exemple concret de toute l'organisation là, il faut toujours tout calculer, ouais. Tous les trucs auxquels je n'avais pas anticipé, Bah quoi. ouais, Ouais, voilà. ouais, Ouais. d'accord. Ouais, ouais, bien sûr, on le sait pas quand tu vis pas. Tu dirais quelles sont les qualités qui sont indispensables? Si demain tu devais recruter un gardien Ouais. à ta place ou je ne sais quoi, tu regarderais quoi, t'observerais quoi chez lui ou elle? Bah après, il faut que ce soit un métier qui reste une passion, hein. C'est pas un métier qu'on fait, comme on dirait, je sais pas quel autre métier plus classique dans un bureau ou quoi que ce soit. Il faut vraiment aimer la montagne et aimer la charge de travail parce que c'est un travail qui est quand même physique et mental aussi. On fait des grosses journées et ça, faut être capable de l'encaisser. Il faut être hyper autonome et aimer travailler un peu seul, je pense. Moi, j'aime beaucoup travailler seul. C'est un truc qui me plaît, faire ce que je veux quand j'ai envie et organiser ma journée comme j'ai envie. C'est un truc que j'ai pas envie de faire le matin, je préfère l'après-midi parce que le matin, j'ai pas envie, c'est comme ça. Et ben, je peux le faire alors que des fois, quand c'est au boulot dans un bureau, faut faire un truc, c'est maintenant et pas 1 heure après, quoi. Oui, puis Et tu travailles un ça, peu plus en équipe, donc du ouais, coup, tu es dépendant des autres, ouais. donc ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, je Ouais. pense que c'est hyper important d'être autonome dans sa tête aussi, d'être bien seul en fait. D'être bien, de dire j'ai personne, je prends un bouquin, je regarde un film, je sais pas, mais j'ai pas besoin des autres forcément pour être bien. Mais aimer quand même être avec les autres parce qu'on vit dans une grosse coloc, hein, en gros, hein, quand il y a des clients tout le temps, t'as pas d'endroit à toi pour vivre. La cuisine, tu peux pas manger dans la cuisine, elle est trop petite, donc je mange dans la salle commune, donc t'as forcément des gens qui te parlent tout le temps. Après, pour dormir, j'ai un petit endroit pour dormir, mais j'ai mon aide gardienne qui est avec moi, donc on vit H24 ensemble, on dort ensemble tout le temps.
La pièce, elle va faire 5 mètres carrés, la chambre, on va avoir 2. Tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai l'impression que t'es un capitaine de bateau. C'est Ouais, c'est hallucinant. un peu Depuis que un tu me bateau, parles ouais. de... Je trouve que t'es... Même dans les conditions atmosphériques, en fait, tu t'es rien, quoi, face à la montagne, mais comme un capitaine de bateau, il est rien Ouais, c'est face à un la peu un mer, en bateau, fait, hein. ouais, ouais, Ah carrément, ouais, ouais. Qui bouge pas, c'est mais drôle. ouais. Et ouais, c'est la gestion un peu comme ça, ouais, faut anticiper tout, ouais. Et faire D'accord, face donc aux c'est ça conditions météo, ouais. ouais, les qualités qu'il faut avoir, du coup, pour pouvoir gérer ce métier-là, quoi. Bon, bah génial. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui veulent exercer ce métier? Et bah, faut commencer comme aide-gardien. Du coup, on salarie des aides-gardiens et comme ça, ils travaillent pas forcément toute la saison. Ils peuvent faire soit un mois et avoir travaillé 5 jours par semaine, 2 jours de congé. Donc, ils redescendent, ils peuvent revoir leurs amis, faire des pauses. Et peut-être commencer avec un bâtiment facile, avec un peu de confort pour essayer de voir si le métier leur plaît, s'ils sont capables d'encaisser la charge de travail, si l'ambiance et la vie dans un refuge leur plaît. Enfin, il faut commencer tranquille, je pense. Il ne faut pas se dire, allez, j'ai vu Promontoire ou j'ai vu un refuge d'autres montagnes. Parce que je fais de la montagne et je veux vivre là-haut. Je pense que c'est un peu une erreur. Ouais. Parce que moi, déjà, quand j'embauche une aide gardienne ou un aide gardien, je prends quelqu'un qui a de l'expérience. Je ne vais pas prendre quelqu'un qui veut découvrir le métier là-haut parce qu'il explosera en vol, je pense, au bout d'une semaine. Ouais, ouais. Du fait que tu es dans le refuge du promontoire, on est bien d'accord, hein, c'est par Oui, rapport oui, à là-haut, ça. ouais, Ouais, ouais. hein, on est d'accord. Alors qu'un refuge Ouais. plus bas, je pense que quelqu'un qui n'a pas d'expérience peut carrément venir y travailler. Ouais. Ouais. Alors tu sais, le podcast là, il s'adresse bon, à tous les curieux de la vie hein, qui veulent découvrir des tas de métiers différents, hein, mais aussi à des gens tu sais, qui peuvent chercher à s'orienter. Donc ça peut être des étudiants ou même des adultes qui veulent se reconvertir. Donc là, je dépasse complètement ton métier de gardien, de refuge de gardien, pardon. Euh, Toi, la vie, elle t'a appris quoi ou quel conseil te pourrais avoir envie de donner à des gens qui sont en train de chercher une orientation, qui sont en train de chercher à se reconvertir? Un conseil générique que toi, on t'a donné, par exemple, et que tu as trouvé juste ou que tu as appris toi? Bah, faut essayer, hein. Je pense qu'il n'y a pas de mystère. S'il y a vraiment un métier qui te plaît, faut soit faire des stages, soit rencontrer des gens qui font ce métier pour discuter avec eux. Et après, il faut se donner les moyens, hein. Ça, c'est sûr que c'est pas forcément facile de sauter le pas, de changer de métier. Ça fait peur, hein, forcément, c'est normal. Hein. Mais si c'est vraiment ça qu'on veut faire, il faut le faire à fond. Il ne faut pas passer à côté de ça et ruminer ça toute sa vie en disant ah, pourquoi je ne l'ai pas fait y avoir des regrets à 60 ans, regarder derrière soi et se dire ah, bah non, j'aurais dû le faire, ça aurait été fait pour moi et pas le faire. Mais après, c'est sûr que quand on change de métier, il y aura forcément des moments très durs, on aura plein de doutes et on se dira bah non, je vais pas y arriver, je suis trop nulle pour qui je me suis pris, tout ça. Mais si on a les moyens de le faire, faut essayer, quoi. Vraiment essayer. Ouais. Mais surtout tenter et pas se laisser, parce que sinon, toi, à ce stade, tu serais thésarde ou je sais pas où, mais derrière un Ouais, ordinateur, quoi. ouais, je pèterai un Tu serais pas câble. là. Non, je serais C'est pas ça. là. Non, C'est ça. faut vraiment, c'est un truc qu'on a au fond de soi, je pense. Moi, au fond de moi, je pense que je savais qu'il fallait pas que je fasse un métier de Ouais, ouais, tu le bureau. sentais, quoi. Ouais, ouais, je pense depuis toujours, mais ouais, du coup, il faut y aller, ouais. Ouais. C'est pas Bon, toujours bah, facile, c'est du travail. non, C'est sûr. non, et puis ça dépend à Ouais, quel âge, ça dépend de ta nature, ça dépend de plein de ouais. choses, mais bon, c'est Ton un bon entourage conseil, aussi, hein, l'entourage peut Ouais. jouer énormément. Soit il te freine, soit il te pousse, soit il t'aide. Enfin, pas seul. Hein. Oui, puis dans le cadre de ton métier, par exemple, c'est marrant, c'est une question que j'aurais pu te poser, hein, mais je pense que ton entourage pourrait être flippé, en fait, hein, de te savoir toute seule. Ouais, peut-être Bah, pas mon ton... copain, des fois, il m'appelle, il me dit ah, t'es sûr que ça va? Je dis bah oui, ça va. Ouais, mais tu Mais vois, non, après, j'ai des liens quand même permanents. Je pense que des fois, quand il fait beau, je suis plus en sécurité là-haut qu'en centre-ville. S'il m'arrive un truc grave, l'hélico il vient, il me pose à l'hôpital plus rapidement que quelqu'un qui se fait mal chez lui en centre-ville avec des bouchons. Hein. et qu'attend les pompiers pendant 20 minutes, Voilà, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Donc ouais, ça bon, bah, dépend des moments, ouais. ouais, 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 bonne vision, effectivement, j'avais pas pensé ça comme ça. Ok. Bon, alors on termine par la toute dernière question. Tu sais que j'aime bien demander à mes invités, tu sais, de me passer le relais et de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Oui. Est-ce que tu as pu y réfléchir? Mais tu sais, ça me fait rire parce que tous mes invités, c'est le petit moment où ils deviennent sadiques. Parce qu'ils se disent, gna 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 Non, gna, c'est facile. Gargamel. J'ai pensé à Franchement, c'est quelque chose, ça facile. va être sadique. Ah ouais, bon, ça va alors. Non, Mais non t'avais un sourire, t'avais l'air de te marrer quand même. ça n'a rien à voir avec mon métier. C'est Ouais, vraiment rien à mécano? voir. Et moi, j'aime bien la musique aussi. Et j'ai joué Ouais. de la flûte traversière pendant longtemps. Et le violon, c'est toujours un instrument que je joue pas.
et je me dis c'est peut-être un instrument que j'aimerais apprendre. Et du coup, je te lance au défi de trouver un luthier. Oh, génial! Ah, mais tu sais que c'est un métier que je veux interroger depuis des mois Ah et ben que je voilà. me suis jamais bougée pour trouver un luthier. Et Voilà. super, ça me branche bien parce que ce métier-là, moi, c'est complètement hallucinant les gens qui vont pouvoir bosser. Ça, c'est, tu vois, le truc que je ne pourrais pas faire moi, de bosser pendant des années et des années sur un tout petit truc. Tu vois, être dans la perfection, dans l'apprentissage de ton métier pendant toute une vie. Moi, je suis une zappeuse, donc je passe d'un truc à un autre et tout. Et donc ça me fascine. Et Ah ouais, ouais, moi aussi, ouais. super. Ouais, carrément. Génial. Bon, j'imagine que tu connais personne qui est luthier, hein. Je me débrouille, quoi. Bah non, voilà, c'est Ah, ça. c'est ça. Bah, c'est bien. Merci Mais je des sais que tu cadeaux. vas trouver, de toute façon. Ah non, non, ouais, ouais, je vais trouver, ça c'est sûr et certain. Puis il y a tellement de passionnés que tu vois, c'est facile de trouver quelqu'un qui a envie de te répondre, de te parler de Oui, son je métier. pense. Donc, Ouais, qui est fier de ce qu'il fait, génial. donc ouais. Ben canon. Super défi. Merci beaucoup, Sandrine. Je prends. Eh ben, Top. merci pour tout le temps que tu m'as consacré. Au C'est canon. plaisir. Et puis, je sais pas quoi te souhaiter. Si, début de saison très prochaine. Ouais. Donc, n'oublie pas tes affaires. Fais bien ta valise Bien ou ton mon sac à sac. dos. Ouais, voilà. N'oublie pas tes bons bouquins et tout ça. Et surtout, démarre bien la saison, éclate-toi. Bah, c'est Et, gentil, ouais. je te souhaite le meilleur. C'est gentil, ouais. Avec Bon, écoute, plaisir. à très vite du coup. Bah ouais, carrément. Je suis pas sûre que je te retrouverai dans la vallée, hein. On est d'accord si un jour on se Et voit. bah, on peut boire un coup à la Bérame, c'est classe. Exactement. Bon, salut Sandrine. Ouais, merci bien. Ciao. Ciao. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura autant fait voyager que moi. Pour rentrer en contact ou suivre les aventures de Sandrine et du Refuge du Promontoire, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook Refuge du Promontoire. Si tu veux donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité, super métier, n'oublie pas le commentaire sur Apple Podcast et puis surtout, s'il te plaît, fais de bruit. Parle-en à ton entourage, poste sur les réseaux sociaux, à ton voisin journaliste. Bref, aide-nous à faire voyager le podcast. Je te dis à dans 15 jours pour la découverte d'un nouveau métier et d'ici là, je te souhaite vraiment une très très belle semaine. Ciao!